Bienvenue dans cette première session du groupe de travail accès au marché. Euh, donc, je partage la responsabilité de ce nouveau groupe de travail avec Elisabeth Arnaud. Donc, la volonté de French Healthcare Association était de pouvoir donner les clés d'un certain nombre de marchés que nous avons sélectionnés suite à une enquête que nous avons faite auprès de nos adhérents. Adhérents qui ne cessent le nombre d'adhérents qui ne cesse de s'accroître, puisqu'aujourd'hui nous avons passé la barre des 200 adhérents. Et c'est vrai que ces adhérents, qu'ils soient du secteur du dispositif médical, qu'ils soient du secteur du diagnostic, de la pharmacie ou d'autres secteurs de la santé française, ont souvent des interrogations sur le potentiel des marchés export, puisque nous avons plus de 170 marchés qui s'offrent à nous. Donc, lequel choisir? Quels sont les plus souriants? Quels sont les plus accueillants? Quelles sont les règles pour y rentrer? Quelles sont les clés de la réussite? Eh bien, nous allons essayer au cours de ces séminaires eh bien, d'apporter un certain nombre de réponses très pratiques à nos adhérents. Donc, la première session sera dédiée aujourd'hui au potentiel du marché. Nous remercions nos amis de Business France et de la CCI de Grande-Bretagne nous apporter des éléments de réponse sur le potentiel de ce marché pour les produits de santé français. Il y a eu depuis quelques mois en effet de nouveaux obstacles qui se sont dressés à nos échanges commerciaux depuis le Brexit. Et merci à nos amis de Bolloré de nous apporter des réponses à toutes les préoccupations logistiques que se posent nos exportateurs aujourd'hui. Donc, je vais laisser la parole à Elisabeth pour présenter nos intervenants du jour, que je remercie vivement d'avoir préparé ces présentations de façon à répondre, encore une fois, de façon très pratique aux attentes de nos adhérents. Et puis, nous nous retrouverons pour une deuxième session dans un mois consacrée aux aspects réglementaires, puis une troisième session au mois de décembre pour faire un retour d'expérience et bien des opérateurs qui travaillent déjà sur ce marché et qui nous feront part des opportunités, des menaces et, je dirais, de leurs facteurs clés de réussite sur ce marché. Je vous souhaite une très bonne session et à tout de suite avec Elisabeth. Bien, merci pour cette introduction. Pierre, je crois que tu as dit l'essentiel, effectivement. Donc, nous n'avons pas beaucoup de temps, donc sans plus tarder, j'ai donné la parole à Claire Guélier, donc, qui est chargée de développement sur les secteurs santé et biotechnologie pour Business France et qui nous parle en direct des bureaux de Londres. Donc, merci beaucoup d'être là, Claire. Je vous laisse la parole. Alors, je vais juste partager mon écran. Hop. Alors. Pour l'instant, on ne le voit pas. Hein. Ah, ok. Dites-moi que ça marche parce que moi, je le vois apparaître effectivement sur le... Alors non, peut-être pas. Dites-moi si c'est bon. Voilà. On voit que vous avez commencé le partage. On ne voit pas encore. Voilà. Voilà, parfait. Parfait, c'est parfait. C'est parfait, merci. Super. Ouais, on n'est pas habitué à Zoom. Nous, on utilise plus Teams. Alors, il faut se faire aux alors, bonjour. Moi, je m'appelle Claire Guélier. Donc, je suis effectivement de la santé et des biotechnologies pour la zone Royaume-Uni et Irlande. Donc, je vais essayer d'être la plus concrète possible sur effectivement le système de santé, britannique. J'essaie de changer ma slide. Hop là. Donc, dans un premier temps, je vais parler du système de santé public et privé au Royaume-Uni. Et puis, je m'intéresserai aux deux secteurs
qui sont donc les biotech, la pharma et puis les dispositifs médicaux et medtech. Et je finirai la présentation par voilà, les plans de santé publique au Royaume-Uni et les opportunités pour les sociétés françaises et comment est-ce que nous, Business France, on peut également vous accompagner dans ces démarches d'export. Alors, pour commencer, donc le Royaume-Uni a effectivement un système de santé publique et un système de santé privé. Ce qu'il faut savoir, c'est que le système de santé majoritaire, c'est le système de santé publique, puisqu'il représente à peu près 80% des dépenses de santé du Royaume-Uni. Donc, le système national, c'est le NHS. Vous pouvez voir sur la slide qu'effectivement, le budget du NHS est réparti entre les différentes régions du Royaume-Uni, l'Angleterre étant la région la plus dépensière, mais également effectivement la région la plus grande du Royaume-Uni. Et donc, c'est souvent là que se concentrent les entreprises qui souhaitent commencer sur le marché britannique. Ce qu'il faut savoir également, c'est que la majorité des soins au Royaume-Uni sont gratuits au sein du NHS. C'est gratuit que ce soit en médecine primaire ou en médecine secondaire, donc en ville ou à l'hôpital, à quelques exceptions près. Par exemple, les soins dentaires ne sont pas remboursés par le NHS. Mais voilà, dans la majorité des cas, les soins sont gratuits au sein du système de santé publique et financés par un impôt prélevé sur le salaire de chaque employé. Ce qu'il faut savoir également, c'est que le système de santé public sous-traite également des soins au système de santé privé. Donc, les patients peuvent être également traités dans le système privé en étant patients NHS. Ça, c'est important à souligner puisque voilà, ce sont des contrats qui sont signés avec les hôpitaux privés qui, du coup, ne peuvent pas facturer ces patients qui viennent du secteur public. Le secteur privé, donc comme je disais, par conséquent, c'est minoritaire. 20%, c'est largement restreint à l'Angleterre. Les autres régions du Royaume-Uni se sont mobilisées assez fortement contre ce développement du système privé. La majorité des hôpitaux privés sont souvent des grandes chaînes d'hôpitaux qui possèdent plusieurs établissements sur le territoire. Là, je vous en ai cité quelques-uns. Peut-être que certains noms sont familiers pour vous. Ramsay, par exemple, est une grosse chaîne chez nous. On a certaines assurances qui également possèdent des hôpitaux comme Bupa. Voilà. Mais ce sont souvent des chaînes d'hôpitaux et la plupart sont regroupées autour de Londres ou dans les grandes agglomérations. Voilà, les structures hospitalières. Et ensuite, on a une médecine de ville qui est une médecine privée et encore une fois, largement concentrée dans les grandes agglomérations. On en a beaucoup à Londres, mais c'est aussi, Londres est un écosystème un petit peu particulier puisqu'il y a aussi une grande population d'expatriés et donc le système privé est anglais et également étranger. Voilà, pour ce qui concerne par exemple la des systèmes, des cabinets de médecins généralistes ou de spécialistes français, francophones. Et voilà, vous pouvez imaginer la même chose pour d'autres nationalités. Mais encore une fois, Londres est un microcosme quand on parle du Royaume-Uni. Alors, je vous ai mis une slide juste après. C'est juste pour vous donner une petite idée de comment fonctionne le NHS et le financement. Donc, le budget, il y a un budget qui est fixé par le NHS England qui est redistribué à des groupes. Donc, une partie reste au NHS England, une partie est distribuée à des Clinical Commission Group qui sont des groupes régionaux qui sont en charge d'hôpitaux de façon locale et puis les autorités locales qui vont redistribuer leur financement au NHS Trust qui sont donc plutôt les secteurs secondaires, les hôpitaux, au secteur primaire, donc tout ce qui va être médecine de ville, et puis au secteur privé, comme je disais, pour tout ce qui va être sous-traitance. Et les fonds vont être redistribués en fonction des priorités de chaque région. Donc, je vais
juste par exemple, voilà, vous allez à Londres avoir une population peut-être plus jeune qui va avoir, pour lesquelles on va vouloir investir plus, par exemple, sur les problématiques du jeune actif, ce qui peut être tout ce qui va être dépression, par exemple, tout soins mentaux. Dans le nord de l'Angleterre, vous allez avoir une population peut-être un peu plus défavorisée, avec des problématiques peut-être plus liées au vieillissement de la population. Et donc, les trusts vont investir plus sur tout ce qui est prise en charge de maladies chroniques, le diabète ou l'hypertension. Ça dépend vraiment des priorités de chaque région. Et chaque trust chaque groupe est maître de son budget. Voilà. Et puis, pour une part, effectivement, les NHS Trust, donc les hôpitaux, peuvent prendre des décisions qui leur sont propres. Alors, si je m'intéresse maintenant au secteur des biotech et de la pharma, le Royaume-Uni est l'un des plus grands exportateurs de produits pharmaceutiques au monde. Voilà, je pense une surprise pour personne. Le Royaume-Uni avait déjà une forte activité sur ce secteur et l'industrie devrait de bénéficier de la pandémie de la Covid-19. Voilà, on a vu une augmentation effectivement des revenus et le marché des produits pharmaceutiques a généré un chiffre d'affaires de plus de 70 milliards d'euros, ce qui est effectivement conséquent, mais boosté par les conséquences de la pandémie. Ce qui est important de montrer, ce que j'ai voulu vous faire voir sur cette slide, c'est qu'effectivement, le secteur des biotech est assez concentré sur ce qu'on appelle ici le triangle d'or, qui est donc Londres, Cambridge et Oxford. C'est des villes qui sont assez proches les unes des autres, puisque Londres-Cambridge, Londres-Oxford, c'est 1 heure. Oxford-Cambridge, c'est à peu près 1 heure également de train. Voilà. Et donc, la majorité, on parle d'à peu près 35% des biotech qui sont concentrés autour de ces 3 villes. Bien évidemment, on en trouve dans les autres régions de l'Angleterre. Voilà. Mais c'est un fait, les biotech sont assez concentrés sur ces 3 villes. On retrouve des secteurs de recherche prioritaires. Ici, pas de grande surprise, c'est assez similaire finalement au marché français. On a des priorités au niveau oncologie, donc tout ce qui va être lié au cancer. On a également et ce n'est pas indiqué sur cette slide, mais un vrai intérêt pour tout ce qui va être génétique et thérapie personnalisée au Royaume-Uni. Immunologie également, voilà, qui sont des secteurs qui sont assez porteurs, qui sont très porteurs au niveau du Royaume-Uni. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a des instituts et centres de recherche britanniques qui comptent parmi les plus en vue en Europe, comme l'Université d'Oxford, l'Université de Cambridge, on a UCL, l'Université College London, ou encore Imperial College. Donc, on a des structures universitaires importantes, d'où sortent souvent des spin-outs, donc des startups qui vont être du coup incubées au sein des universités et puis devenir start-up, devenir biotech et grandir. Et ça, c'est aussi une vraie spécificité du marché britannique. Je voulais également appuyer sur le fait que le gouvernement britannique a fait un peu de son cheval de bataille de rendre ce secteur des biotechnologies et de la pharma un des meilleurs de l'Europe, si ce n'est le meilleur. C'est leur but. Alors, je sais que la France souhaite le faire aussi. Mais voilà, on a une vraie volonté du gouvernement britannique de pousser ce secteur et avec des financements qui aident finalement les entreprises à pouvoir investir.
On a, par exemple, un régime de taxation spéciale qui vise à encourager la R&D dans l'industrie pharmaceutique ou dans les biotechnologies. Et puis, on a également un investissement du gouvernement qui mise vraiment sur ces industries pour stimuler l'économie après la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Et le gouvernement britannique a mis en place toute une série de mesures visant à dégager des fonds pour l'industrie des biotech. Par exemple, on a un nouveau fonds qui s'appelle le Industrial Strategy Challenge Fund, qui permet de soutenir la recherche et l'innovation. Voilà, on a en novembre 2020, juste pour donner quelques chiffres, on avait 3,5 milliards d'euros de fonds publics qui avaient été investis dans des projets de recherche, ce qui est assez conséquent à l'échelle de l'économie britannique. Je voulais également souligner, je parle de financement, donc il y a des financements, on parle de financement public, il y a également des financements privés importants puisque le Royaume-Uni était le pays d'Europe qui a levé le plus de fonds en 2020. Un quart des investissements européens ont été faits au Royaume-Uni, qui confortait sa place de leader européen en biotechnologie. Les fonds levés au cours du premier semestre de l'année 2021 dépassent déjà les fonds levés pour l'ensemble de l'année 2020, que ce soit des fonds de capital risque ou d'IPO. Voilà, on est aujourd'hui à 2,4 milliards de pounds déjà levés au cours du premier semestre. Voilà. On avait 2,8 milliards de pounds levés pour l'ensemble de l'année 2020, qui était déjà, elle, une année record pour l'investissement. Alors, on peut effectivement se poser la question de l'impact du Covid sur ces investissements, mais c'est déjà une tendance que l'on observe depuis plusieurs années avec une augmentation des investissements constants sur ces secteurs des biotechnologies. Et je vais finir sur ce secteur juste en évoquant l'écosystème. Il faut, voilà, sans surprise, donc au Royaume-Uni sont présents effectivement les plus grands leaders de l'industrie pharmaceutique comme Novartis, GSK, AstraZeneca, on a Servier, Sanofi pour citer les Français. Et c'est un secteur qui s'appuie sur un écosystème qui est très dynamique. Alors, on a deux importants clusters qui sont One Nucleus et OBN sur Cambridge, Londres et Oxford. Et puis, tout un panel de partenaires qui sont répartis sur le Royaume-Uni qui aident à faire le lien entre les biotech, les universités, l'industrie et puis tout ce qui va être le monde hospitalier. Voilà, donc je vous ai mis un peu effectivement le paysage des acteurs que l'on peut retrouver. Alors, si on s'intéresse maintenant aux dispositifs médicaux et MedTech, là. Donc, encore une fois, c'est un paysage qui, c'est un pays qui est très dynamique. Le Royaume-Uni est le 3e marché d'équipement médical en Europe, derrière l'Allemagne et la France. C'est un marché qui est beaucoup plus éclaté au niveau géographique. Donc, on a effectivement toujours une concentration au niveau de Londres parce que c'est la capitale. Mais on a, les medtech et les entreprises d'équipements médicaux sont beaucoup plus éparpillées sur le territoire britannique. Voilà, donc il y a les régions ont chacune un peu leur spécificité. On a effectivement une croissance des marchés des dispositifs médicaux qui sera boostée par le phénomène de vieillissement de la population, la prévalence des maladies chroniques. On a une population vieillissante au Royaume-Uni comme dans beaucoup de pays européens, donc
c'est une population qui a besoin de plus en plus de soins et dans lesquels les innovations sont nombreuses. On a la croissance démographique qui est liée à la croissance des maladies chroniques, on a l'accès universel à des services de santé, ainsi que le soutien du gouvernement à l'innovation et à l'acquisition de nouvelles technologies, qui sont des clés du marché et qui stimulent la croissance à long terme du marché britannique. On n'a pas encore communiqué aux autorités parce qu'on sait pas. Un point important, le marché britannique des dispositifs médicaux se caractérise par une forte dépendance aux importations. On a à peu près 80% des dispositifs médicaux qui sont importés et majoritairement en provenance de l'Union européenne. Voilà, je vous donne quelques chiffres. Environ 4000 fabricants de dispositifs médicaux et MedTech au Royaume-Uni. C'est un secteur qui embauche et qui embauche de plus en plus. C'est un secteur avec beaucoup de PME, voilà, avec des petites structures, notamment en MedTech et en santé digitale. Un point important à souligner, c'est que le NHS, c'est le plus grand acheteur de MedTech au Royaume-Uni. Et même si l'accès au NHS peut s'avérer parfois complexe, il y a un certain nombre d'initiatives qui ont été mises en place au cours des dernières années pour pouvoir améliorer ce problème, en tout cas ces problématiques, et permettre au NHS d'accélérer dans l'adoption de ces innovations. Et toutes ces initiatives sont appuyées par un écosystème en place également. Je vais vous donner un aperçu. Voilà, d'organisation sur le territoire britannique. Alors, je vais parler peut-être un peu plus d'une structure qui s'appelle les AHSN, les Academic Health Science Network, qui sont au nombre de 16, répartis sur toute l'Angleterre, et qui sont des structures qui permettent de mettre en lien les universitaires, les entreprises et le monde médical, hospitalier, pour permettre effectivement l'adoption plus rapide de ces innovations au sein du NHS. Voilà, donc ils sont un peu partout, ils ont des connexions plus fortes avec les hôpitaux de leur région, un réseau de professionnels qui peuvent être mobilisés. Et ce sont des acteurs clés pour l'accélération de l'adoption de l'innovation. La plupart d'entre eux possèdent en leur sein des accélérateurs. Ils peuvent incuber, ils peuvent être aidants aussi pour la levée de fonds ou d'aide, en tout cas régionale, au niveau financier, pour aider à construire des business plans ou de trouver des sites pilotes, par exemple, d'hôpitaux au sein du Royaume-Uni. Je vous ai cité quelques autres organismes qui sont des organismes incontournables. Alors, le NICE, c'est l'organisme qui va être responsable de tout ce qui est recommandations, bonnes pratiques. C'est eux qui vont aussi fixer les prix des thérapies. Le MHRA, c'est notre organisme régulateur. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, ma collègue aura l'occasion en tout cas de l'évoquer dans l'onglet réglementaire, puisqu'ils sont incontournables avec les questions du Brexit. Et puis, des organismes sur place qui peuvent être ici aidants, par exemple MedCity, qui est un gros cluster à Londres focalisé sur tout ce qui va être effectivement MedTech et dispositifs médicaux. Donc, un écosystème qui est, encore une fois, consistant et peut-être un peu plus éparpillé, puisque effectivement, vous voyez que les structures que j'évoque sont vraiment partout au niveau de l'Angleterre et prêtes à aider les innovateurs.
Voilà. Et donc, je vais poursuivre avec donc, le plan de santé publique et les opportunités au sein du marché britannique. Hop là. Alors, le NHS a publié en 2019 un long-term plan qui définit les priorités pour les 10 années à venir et qui met un accent fort sur la e-santé, la prévention et les inégalités de santé, la prise en charge des maladies chroniques. Alors, si je prends, on va juste commencer par voilà, tout ce qui est e-santé. Le NHS a pour ambition d'être complètement digitalisé d'ici 2023. Bon, ils ont déjà repoussé la date une fois. On verra s'ils repoussent la date encore une fois. Mais l'ambition du NHS, c'est effectivement que tous les dossiers médicaux soient disponibles en version électronique et qu'il y ait une meilleure communication entre la médecine de ville et la médecine hospitalière, avec une interopérabilité des dossiers entre tous ces acteurs. La digitalisation, elle va effectivement plus loin que juste la digitalisation des dossiers. Il y a également une volonté d'intégrer le digital dans les parcours de soins, que ce soit par exemple avec de la e-prescription ou avec de la télémédecine, téléassistance, par exemple. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Royaume-Uni était déjà très avancé sur ce secteur avant même l'arrivée de la pandémie. On avait déjà des acteurs majeurs, par exemple, pour tout ce qui est télémédecine, téléconsultation, avec Babylone, par exemple, pour n'en citer qu'un. Et la pandémie a évidemment accéléré cet essor du digital dans la santé, avec effectivement voilà, une nécessité créée par cette pandémie de voir le patient à distance, de pouvoir le surveiller à distance. Et donc, ce segment de la santé a pris de l'essor. Au Royaume-Uni, tout ce qui va être dispositif connecté, par exemple, peut faire l'objet de prise en charge, de remboursement, par exemple, dans ce qui va être maladie chronique, donc des dispositifs connectés pour le diabète, pour l'hypertension, pour les maladies type apnée du sommeil. Voilà, on a un essor des objets connectés dans ces domaines. On va également avoir un essor dans les objets qui permettent à la personne âgée ou handicapée de rester à domicile. Donc, le maintien à domicile, c'est une des priorités du NHS. Donc, ça va être tout ce qui pourrait être alarme, détecteur de chute, bracelets, appareils de géorepérage, voilà, tout ce qui va permettre à la personne de pouvoir rester chez elle. Et puis, voilà, tout ce qui est téléconsultation, voilà, de pouvoir permettre aux patients de pouvoir être suivis à distance. Juste pour exemple, moi, je suis allée sur une conférence la semaine dernière sur tout ce qui est médecine connectée et dispositifs médicaux. Et on avait 2 gériatres qui évoquaient un projet qui a abouti dans de leur structure, donc qui est une maison ce qu'on appelle care home, donc une maison de retraite non médicalisée. Et en fait, le taux d'hospitalisation de leurs résidents était assez élevé, puisque dès que le personnel avait un doute, en fait, ils envoyaient leurs patients aux urgences, principalement pour des escarres, pour des chutes ou des éruptions cutanées. Et avec voilà, l'utilisation de la téléassistance, ils ont mis en place tout un réseau de médecins généralistes autour d'eux, avec la possibilité juste de les contacter par visio, de pouvoir leur envoyer en direct des photos, de pouvoir prendre la tension, de pouvoir prendre des températures, une glycémie, tout ça à distance. Et ils ont réduit par 2 les hospitalisations de leurs résidents. Et ça, c'est vraiment des programmes qui sont mis en place au Royaume-Uni. On a une vraie volonté du gouvernement
de diviser les dépenses. Et du coup, tout ce qui peut aider à ça est opportun. Et surtout, voilà, sur ces problématiques de maladies chroniques, de maladies et de la personne âgée et dépendante. Voilà. Donc, l'innovation est la bienvenue. Hop. Et je mettais donc là dans les priorités, là, une des priorités du NHS qui est donc sur la prévention et les inégalités de santé. Il faut savoir qu'il y a des sujets de santé publique qui sont assez prédominants au Royaume-Uni. Par l'alcoolisme, par exemple, est une question qui revient beaucoup. L'obésité. Il faut savoir que près de 2 tiers de la population est considérée comme obèse ou en surpoids. Et donc, encore une fois, sur ces sujets particuliers, tout ce qui va être des solutions de santé qui peuvent être aussi digitales, des applications par exemple, tout ce qui va être applications de santé sont bienvenues et le NHS a ouvert ce qu'ils appellent la NHS Library qui recense par exemple toutes les applications de santé qui passent leurs critères de sécurité puisque il y a eu une explosion des applications de santé, mais voilà, qui passent les critères effectivement que le NHS a pu mettre en place et qui sont également un segment qui est très regardé. Je vais finir en vous parlant quand même très brièvement du Brexit, puisque c'est une question que je ne peux pas, on ne peut pas juste éviter. Je sais que ma collègue reprendra les aspects réglementaires d'ici donc le mois prochain. Cependant, effectivement, voilà, le Brexit a apporté ses complexités, mais cependant, aujourd'hui, le chemin est assez clair et très bien défini par le gouvernement britannique, avec effectivement la nécessité d'avoir une personne responsable sur le territoire. Tout ce qui va être marquage CE, qui est donc remplacé par un marquage propre au Royaume-Uni, qui est le marquage UKCI, mais avec des délais d'application qui ont été repoussés et qui aujourd'hui sont positionnés en janvier 2023. Et la nécessité d'enregistrer ces dispositifs médicaux auprès de l'organisme régulateur britannique. Je sais que tous ces points seront repris bien en détail par ma collègue le mois prochain. Voilà. Et donc, hop, je termine avec Business France avant de passer la main. Donc nous, au Royaume-Uni, qu'est-ce que l'on fait pour aider les entreprises en santé, biotechnologie à tenter l'aventure sur nos marchés? Alors, il faut savoir qu'on travaille avec la plupart du temps avec des PME ou des ETI. Selon les profils des entreprises, ce qui va être recherché, c'est effectivement des distributeurs, quand on est plus sur des dispositifs médicaux, des équipements médicaux. Ça peut également être des contacts de Key Opinion Leaders, quand vous cherchez par exemple, un site pilote avec un hôpital et que vous souhaitez avoir un soutien de la communauté médicale. Ça peut être également des recherches de partenariat, de développement, que ce soit avec d'autres entreprises privées, d'autres biotech, d'autres entreprises de medical device ou avec des universités, voilà, avec des structures universitaires. Ce que l'on fait, c'est qu'on a une double casquette. Voilà, on peut vous accompagner de façon personnalisée avec des études de marché quand vous recherchez de la donnée. Voilà, une démarche plus ce que l'on appelle un test sur offre quand vous cherchez à attaquer le marché et que vous avez besoin effectivement d'accompagner dans la recherche de partenaires ou de distributeurs.
Et puis, on accompagne également sur un volet collectif qui peuvent être des missions sur le territoire britannique ou alors la participation à des salons de plus grande envergure. Par exemple, je me déplace à Medica en Allemagne. Je suis sûre que certains d'entre vous exposent ou se déplaceront aussi sur ce salon. Voilà, on est présent sur ce type d'événement. Juste pour information, on organise effectivement deux business expeditions sur le secteur, un des biotech au Royaume-Uni et deux des medtech en Irlande, en parallèle de salons de référence, donc BioTrinity pour le secteur des biotech, voilà, qui sera en avril 2022 et qui est donc un salon qui regroupe des entreprises de biotech, des CRO, des sociétés de services, des big pharma, sur 2 jours de conférences, la possibilité de rencontrer des investisseurs, la possibilité de rencontrer des potentiels partenaires ou des potentiels clients, de pitcher votre entreprise et puis voilà, de rencontrer en amont l'écosystème avec Business France. Voilà, je pense que j'ai déjà parlé beaucoup, donc je sens que mon temps est passé. Je ne sais pas si on ouvre les questions, on ouvrira les questions à la fin peut-être. On peut faire maintenant, comme vous voulez. Oui, on peut faire une petite session maintenant, comme ça permet d'avoir encore les informations qui sont fraîches en tête. Merci. Je vous laisse mes coordonnées si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à m'écrire directement. Merci beaucoup. Je les transmettrai bien entendu aux participants de ce séminaire. Pierre, tu avais une question? Oui, alors peut-être un constat. Alors merci beaucoup pour cette présentation qui est très positive puisque l'on voit que le marché britannique est quand même un marché très important, qu'ils importent en particulier au niveau de dispositifs médicaux 90% peut-être de ce qu'ils utilisent, 80-90% en provenance de l'Union européenne. Dans le secteur pharmaceutique, on est à plus d'1 milliard d'exports, donc c'est vraiment un marché important à notre porte. Autre élément très positif pour nos adhérents, c'est que quand on voit les priorités du NHS, on voit qu'elles sont assez similaires à celles de la France, hein, que ce soit la santé numérique, le vieillissement, les maladies chroniques, etc. Donc, je suis sûr que nos entreprises qui réussissent sur le marché français peuvent proposer des services sur le marché. Une question qu'on débattra peut-être lors de la prochaine séance, c'est quelle est la meilleure porte d'entrée pour, je dirais, nos produits, parce qu'on a vu qu'il y avait d'un côté les financeurs, les organisateurs de soins, les dispensateurs, ces pôles régionaux. Donc, je sais que le rôle de Business France à la CCI est d'aiguiller nos adhérents, mais bon, quelle est la meilleure porte d'accès? Bon, c'est aussi qu'il y a je dirais, portes réglementaires qu'il faut franchir et qu'on évoquera dans la prochaine session, mais c'est vrai, on peut se demander quelle est la meilleure porte pour rentrer sur le marché britannique, puisque, bon, on voit bien que c'est assez complexe malgré tout. Après, c'est vrai que c'est aussi très dépendant du produit que vous avez. Je sais qu'on a des sociétés qui ont des choses quand même très différentes. Un équipement médical, par exemple, classique, a plus de chances de rentrer facilement avec un distributeur, par exemple, puisqu'ils ont déjà leur porte d'entrée dans le système de santé public et privé. Quand on a quelque chose d'un peu plus peut-être je dirais innovant, c'est pas très juste parce qu'on peut avoir quelque chose de très innovant en équipement médical, mais digital, on va dire, voilà, de plus digital. La porte d'entrée est parfois un peu plus abstraite parce qu'il n'y a pas, voilà, on ne trouvera pas forcément un distributeur, il n'y aura pas forcément des appels d'offres aussi clairs sur le marché britannique. Et là, c'est un peu, j'allais dire, c'est un peu au cas par cas en fonction de l'innovation.
de voir si on va plutôt préconiser de trouver un site pilote avec un hôpital, par exemple, puisque les Britanniques sont assez friands de données médico-économiques sur leur territoire, même si vous en avez déjà sur le territoire français. C'est vrai qu'il y a une volonté de voir que ça peut aussi, ça marche avec le système de santé britannique et que voilà, c'est pas forcément toujours complètement transposable avec un autre système de santé. Et c'est là que peuvent être importants les organismes régionaux, puisque effectivement, ils aident à tout ce qui va être établissement d'une proposition de valeur, comment parler à ces décideurs, que ce soit dans les hôpitaux ou au niveau effectivement des payeurs. Après, je vous rejoins Pierre, c'est assez complexe et effectivement, quand on a quelque chose d'assez innovant, je pense que même en France, c'est compliqué. On sait qu'il faut aller frapper à plusieurs portes à la fois, que voilà, il n'y a pas une route et une seule route, et qu'effectivement, en général, on va aller frapper et à la porte des hôpitaux et à la porte des payeurs et on va essayer de se faire rembourser. Et ça, je pense que c'est des choses qui vont être aussi, qui vont être peut-être abordées plus tard ou que vous avez déjà abordées. Mais voilà, il n'y a pas une route précise et souvent on frappe à plusieurs portes. Merci beaucoup, Claire. Ce que je vous propose peut-être, c'est qu'on enchaîne sur l'intervention suivante. Et si nos adhérents ont des questions, je vous propose de pouvoir les envoyer via le chat pour que Claire puisse vous faire une réponse écrite. Parfait, merci beaucoup. Merci à vous. Je vous propose maintenant de rencontrer Laure Amour et Jean-Philippe Briand, qui sont à la direction des ventes centrales douanes chez Bolloré Logistics et par ailleurs spécialistes du Brexit. Bonjour. Rebonjour Laure. Jean-Philippe, vous nous entendez? Allô? Oui, bonjour. Oui, parfait, parfait. Claire, est-ce que vous pouvez arrêter le partage? C'est bon, je m'en occupe. Voilà. Super. Donc, Laure Amour et Jean-Philippe Briand, je vous écoute. Bonjour. Nous vous écoutons plutôt. Bonjour. Bonjour à tous. On va très brièvement dire qui nous sommes et pour cela, Laure va nous faire la présentation par une brève introduction. Alors, je vais partager la présentation. Voilà. Parfait. Parfait, on vous voit très bien. Merci Jean-Philippe. Donc, brièvement, moi je suis Laure Amour, je suis commerciale de Bolloré Logistics, chargée, spécialisée dans le secteur de la santé. Et puis Jean-Philippe va se présenter, lui est attaché à la direction des ventes centrales pour les douanes du groupe. Qui sommes-nous? Nous sommes commissionnaires de transport avec des activités donc, sur l'organisation des transports en fret maritime, aérien, ferroviaire, avec des activités dans la logistique également, et puis la douane. Ces différentes activités sont liées, sont complémentaires et en même temps des activités à part entière. Et ces expertises permettent de proposer également des services de création, de conception de supply chain de bout en bout. On a également développé du projet industriel. Pour pouvoir réaliser ces opérations, nous sommes près de 20 000 collaborateurs situés dans 109 pays sur chaque continent, et donc qui permettent d'assurer ces transports de bout en bout. Et puis, on se spécialise par secteur d'activité. Et depuis 15 ans, pour le secteur de l'industrie pharmaceutique, nous développons des solutions, que ce soit pour tous les acteurs de la chaîne de l'industrie, que ce soit les fabricants ou les grossistes. Donc, je pense que c'était la slide suivante. Voilà. Là, vous voyez un petit aperçu des domaines
dans lesquels on intervient, enfin de nos clients du secteur pharmacie. Donc voilà pour la présentation, j'ai fait au plus court. Je vais laisser Jean-Philippe vous présenter la problématique du jour, à savoir le Brexit et ce que ça donne 9 mois plus tard. Ok. Merci Jean-Philippe. Ok, très bien. Je vais faire un nouveau partage. Alors, cet écran, excusez-moi, je n'ai pas trop l'habitude d'utiliser Zoom. Oui, décidément, c'est un classique du jour. Voilà. Est-ce que vous voyez la nouvelle présentation? Alors non, pas encore. D'accord. Donc là, vous devez utiliser le bac de partage qui est en bas de votre écran, le bouton qui est en vert, partager l'écran, et ensuite vous choisissez l'écran que vous souhaitez partager. Que je n'ai pas. Voilà. Vous n'avez pas le bouton partager l'écran? Alors, je vais fermer la première présentation. Je pense que ce sera plus facile. Voilà. On va y arriver, hein. Et là, est-ce bon? Impeccable. C'est très bien. Très bien. Bon. Bonjour à tous à nouveau. Donc, Jean-Philippe Briand, je suis à la direction vente centrale, plus spécialement axé aujourd'hui sur les services et la promotion de nos services douanes et très impliqué dans toutes les affaires Brexit avec mes homologues britanniques de Bolloré UK depuis 1 ou 2 ans. Donc, merci de nous laisser la possibilité de vous présenter le sujet sur le Brexit 9 mois plus tard. Qu'en est-il du point de vue des échanges, des douanes, du transport, de la logistique? Tel est le sujet qu'on nous a demandé de bien vouloir traiter. Très rapidement, donc, nous allons parler du Brexit et de sa mise en place en 6 points. Voir s'il y a un impact économique, un petit rappel des faits, un rappel aussi des principes de l'accord de libre-échange qui a été signé finalement entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Qu'en est-il des mises en place concrètes en termes de règles, de modalités Brexit en France, de même côté outre-Manche? Quelles sont en fait les conséquences et impacts dans la gestion de vos affaires, de nos affaires, quand on traite aujourd'hui avec le Royaume-Uni? Et puis quelques recommandations, comment bien se préparer, bien s'adapter, si tant est que on a l'ambition de commencer du commerce, d'avoir des échanges commerciaux avec le Royaume-Uni. Donc, est-ce que le Brexit, 9 mois plus tard, a eu un gros impact sur la gestion des affaires, sur le volume des affaires? On ne sait pas trop, puisque la Covid et la pandémie a eu aussi ses effets. Certes, on a eu une longue période, une longue procédure de divorce avant de signer in extremis un accord le 24 décembre dernier. Donc, on a eu la signature, on a eu la connaissance de cette signature, cet accord au tout dernier moment. Et tout de suite, la semaine suivante, au jour de l'an, on avait une application très concrète, très directe sur le terrain des accords du Brexit, avec tout ce que ça pouvait impliquer. Aujourd'hui, le Covid a eu un effet évidemment très important en termes de récession économique sur tous nos économies. Donc, il faudra attendre un petit peu de savoir quel est le juste impact du Brexit sur les échanges, par exemple, de marchandises entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Il y en a, évidemment, il y en a. Mais vous dire que toutes les évolutions et tous les résultats comparatifs qu'on peut avoir aujourd'hui sont dus au Brexit, là, ce n'est pas possible. Il va falloir faire la distinction. Il y a un point quand même qui apparaît là, ces derniers mois, qui t'a rappelé, c'est les tensions actuelles qu'on peut avoir sur différents sujets entre les Britanniques et l'Union européenne, et plus concrètement entre la France et le Royaume-Uni.
Tous ces sujets, la pêche, la non-application totale des accords du Brexit en mer d'Irlande, les fâcheries entre la France et le Royaume-Uni, tout cela a quand même un impact négatif sur les opinions. Si cette situation venait à durer, on espère que non, ça pourrait avoir un effet négatif à long terme sur le climat des affaires entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Si on regarde d'un point de vue statistique côté britannique, c'est des sources, c'est l'équivalent de l'INSEE britannique. Ce qui est intéressant dans ces graphes, on les a repris, c'est la tendance depuis mi-juillet, mi-2018 en termes d'échange de marchandises, avec, vous voyez tout de suite quels sont un peu les impacts et les réactions des marchés par rapport au Covid, par rapport au deadline du Brexit, par rapport à la mise en place du Brexit. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a eu vraiment un trou d'air début janvier 2021 dans les échanges, à la fois à l'export et à l'import. Juste avant, dans l'incertitude d'un accord, il y a eu des mouvements d'échange de précaution. Il y a eu beaucoup de stocks qui ont été faits côté britannique. Il y a eu beaucoup d'exports dans le cas des échanges intracommunautaires qui ont été réalisés. Et là, depuis, il y a eu la première partie de l'année 2021 où le Covid a beaucoup impacté les échanges, surtout entre janvier et mars. Et ensuite, sur la deuxième partie, printemps-été, on a une reprise des échanges. Si on relit Eurostat, je ne vous ai pas mis la diapo des graphiques d'Eurostat, ce premier semestre, on a une baisse des importations du Royaume-Uni vers l'Union européenne, assez nette, mais sur un semestre par rapport au semestre 2020. Est-ce que comparaison est raison pour cette période? Je ne sais pas. Il faudra attendre un peu plus longtemps pour dire s'il y a une réelle tendance à la baisse. Il est possible qu'il y ait une baisse des échanges commerciaux du Royaume-Uni vers l'Union européenne. Dans l'autre sens, il y a plutôt entre 2020 et 2021 un maintien des exportations de l'Union européenne vers le Royaume-Uni de l'ordre de plus 5%. Ces chiffres, évidemment, devront être confirmés sur le second semestre 2021 où l'effet Covid est bien plus faible. Rappel, alors là, je vais vous rappeler quand même quels sont les principes de l'accord qui a été signé le 24 décembre dernier entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. C'est un accord de libre-échange réciproque, mais entre un pays tiers au sens douanier, qui est le Royaume-Uni, et l'Union européenne. De ce fait, tout échange est soumis à des formalités douanières et l'accord repose sur le principe de l'origine préférentielle. Donc, dès lors qu'un exportateur britannique atteste de l'origine britannique de sa marchandise qu'il vend à l'Union européenne, à ce moment-là, il n'y a pas de droit de douane et également et réciproquement dans l'autre sens. Donc, c'est un accord qui est très important pour les deux partenaires. C'est un accord qui régit toutes nos relations de commerce et de personnes et qui est mis en œuvre depuis janvier 2021 concrètement. Voilà, là, vous avez une infographie qui est intéressante et qui met en valeur différents groupes. Vous voyez donc le Royaume-Uni qui est maintenant un pays tiers qui ne fait plus partie du territoire douanier de l'Union européenne. Le Royaume-Uni est souverain et dispose bien entendu de sa propre politique douanière réglementaire. Mais il y a une particularité qui aujourd'hui fait l'actualité et sujet de soucis entre les deux partenaires, c'est le fait que l'Irlande du Nord reste partie intégrante du territoire douanier de l'Union, du marché unique de l'Union européenne. Ça, c'est très important. Et
les accords du Brexit ont donc institué quelque part une frontière douanière en mer d'Irlande qui doit être gérée par les autorités britanniques afin de ne pas recréer des points de contrôle ou une sorte de frontière physique, si je peux dire, entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. Tout cela pour respecter les accords de Vendredi Saint qui ont été signés, je crois, en 1998. Ça, c'est très important. Et aujourd'hui, dans les modalités pratiques, il y a des soucis. L'Union européenne, le Royaume-Uni discutent âprement sur ces sujets-là. On reviendra. Donc, l'Irlande du Nord fait partie du territoire douanier de l'Union. C'est ça la particularité, une des grandes particularités de l'accord. Je le disais, le Royaume-Uni est un pays tiers au sens douanier maintenant pour l'Union européenne. Avant, on échangeait, on commerçait avec le Royaume-Uni comme avec l'Allemagne. Vous voyez dans cette diapo, juste en bas, que nous avions des expéditions. On était exonéré de la TVA, au sens où on faisait quand même une expédition hors du marché domestique, et que si on importait d'Allemagne, on parle d'introduction. C'était comme ça qu'on travaillait avec le Royaume-Uni. Et quelque part, au niveau des formalités, qu'est-ce qu'on avait à remplir comme déclaration? C'était une déclaration d'échange de biens, chose que l'on fait toujours avec des partenaires dans le cadre d'échanges intracommunautaires. Maintenant, nous échangeons, quand nous commerçons avec le Royaume-Uni, avec un pays tiers, et donc là, on a affaire soit à une exportation, soit à une importation. En termes déclaratifs, eh bien, on doit passer par un représentant en douane, un broker en douane, comme vous voudrez, et donc on doit avoir un document de douane qui atteste de l'exportation, plus l'ECS de sortie, c'est-à-dire le visa numérique qui atteste de la sortie du territoire douanier de l'Union et qui vous permet fiscalement d'être exonéré de votre exportation. De même, à l'importation, vous avez une déclaration de douane-import qui, liquide le calcul de droits et taxes éventuels et officialise le fait que vous avez importé d'un pays tiers. Ce qui est important à rappeler peut-être pour vous concrètement, c'est de bien travailler le sujet quand vous exportez vers le Royaume-Uni, c'est de bien travailler le sujet de l'attestation d'origine. Et on vous conseille, enfin les déclarants en douane, les douanes conseillent plutôt de travailler l'attestation d'origine en utilisant un document commercial. Donc c'est la facture, mais ça peut être un autre document, une liste de colisage, un document d'accompagnement à la facture commerciale. Et pour cela, donc il faut être enregistré comme exportateur, enregistré sur le système REX des douanes par le portail Soprano. Et à ce moment-là, vous avez un numéro de référence et vous pouvez attester de l'origine de l'Union européenne des marchandises, des équipements que vous vendez au Royaume-Uni en l'indiquant avec les mentions nécessaires sur votre facture commerciale export. Et à ce moment-là, à l'importation au Royaume-Uni, eh bien, la facture commerciale avec sa mention d'attestation d'origine Union européenne permettra une importation en exonération de droits et taxes. Voilà. Donc ça, c'est très important concrètement dans les modalités pratiques que de regarder ce point-là si vous commencez à exporter avec le Royaume-Uni, vers le Royaume-Uni. Et de même, à l'import, si vous voulez éviter de payer des droits de douane et si la marchandise est effectivement bien d'origine du Royaume-Uni, à ce moment-là, il faut faire la même chose côté britannique. Attention cependant, comme c'est un pays tiers, si vous importez un équipement médical du Royaume-Uni de la part d'un fournisseur britannique, mais que la part des inputs et de la valeur ajoutée de cet équipement est plutôt chinoise que britannique, vous allez payer des droits de douane parce que l'origine préférentielle ne sera pas une origine préférentielle du Royaume-Uni. Voilà. En pratique, le Brexit en France a été, si vous voulez, préparé à l'avance
par les autorités des douanes, par les autorités douanes françaises. Pourquoi? Parce que la France est le pays qui partage la Manche avec nos amis britanniques. Le trafic transmanche est un trafic européen, puisque les flux routiers pour l'Union européenne, à 58%, passent par des ports français. Il y a Eurotunnel. Les temps de passage sont très courts. Il y a plus de 5000 passages quotidiens, comme c'est noté sur la diapo. On estime qu'il y a plus de 200 millions de déclarations de douane générées par l'application du Brexit entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Et le tout doit fonctionner 24/24, 7/7. Donc, il était très important côté français de se mettre en ordre de marche assez rapidement et de trouver un système qui assure la fluidité des trafics de marchandises qui transitent par le transmanche, soit par ferry, soit par le tunnel. C'est pour ça que les douanes françaises s'y sont préparées et ont mis en place un système informatique qui s'appelle la douane intelligente, Smart Border en anglais. C'est un nouvel outil qui a été mis en place en 2021, dont on ne connaissait pas la fiabilité et la capacité d'encaisser la masse de volumétrie de déclarations à faire, et qui s'avère, à l'usage, après une petite période de démarrage un peu délicate, qui s'avère très, très efficace et qui est très recommandable. Ça repose sur quoi ce système? C'est simple, c'est simple, pas très simple, mais ça change les habitudes des uns et des autres. C'est-à-dire que comme on a affaire maintenant à un pays tiers qui est à 23 km de chez vous, pour des flux qui mettent à environ 35 minutes parfois pour aller d'un point de Douvres à Calais, il faut à ce moment-là préparer les choses pour éviter des blocages dans la fluidité du trafic. Donc, les douanes françaises ont proposé l'anticipation d'accomplir les formalités de douane par anticipation et d'associer les données informatiques douanières aux données du transporteur. Très concrètement, c'est sa plaque d'immatriculation. Et tout cela pour éviter les points de blocage déclaratifs en frontière. Et tout ce système s'appuie sur des innovations un peu techniques de scanning des données. Ce scanning est réalisé par les opérateurs de transport, c'est-à-dire les opérateurs de transport qui ont les ferries, les bateaux ou Eurotunnel. Et donc, aux données douanières, on associe les données de transport, on les met ensemble dans un même dossier qu'on va appeler une enveloppe logistique, qui aura une référence et qui va être donc faire l'objet d'un appairage par scan. Et donc, les véhicules seront associés à un dossier d'expédition et de douane, et le déclenchement de la validation des douanes à l'import ou à l'export sera validé pendant le temps de la traversée. Donc ça, c'est génial sur le papier. Cela fonctionne, mais cela demande pour tous, pour les exportateurs, les importateurs, l'opérateur de transport, c'est-à-dire le transporteur routier, pour les déclarants en douane, cela demande beaucoup d'anticipation, de coordination et de préparation. Mais une fois que tout cela est bien préparé, bien balisé, eh bien, ma foi, sur des flux très réguliers, très importants, ça fonctionne très bien. Donc, ce système de la douane intelligente des douanes françaises est recommandable et fonctionne avec efficacité. De même, associé aux formalités de douane, il faut parler très brièvement des notions de sécurité et sûreté qui sont toujours associées à une expédition d'exportation ou d'importation. Donc, je passe les détails, mais il y a aussi en parallèle des procédures de sécurité et de sûreté qui reposent sur des déclarations sommaires et qui permettent à la destination
de pouvoir évaluer le risque de telle et telle expédition en fonction des données qu'on a communiquées. Concrètement, voilà une infographie des douanes françaises, comment ça se passe, je vous l'ai décrit. On peut dire aujourd'hui, nous, en tant que commissionnaire en douane, que le système des douanes françaises fonctionne très bien. Côté Outre-Manche. Côté Outre-Manche, eh bien, il y a le Royaume-Uni a dû… bon, la France est un des partenaires principaux parmi les pays de l'Union européenne. Du Royaume-Uni, on doit être classé entre la 3e et la 5e place, entre clients et fournisseurs. Cependant, côté Royaume-Uni, ils ont affaire, eux, à un sacré… tout converge vers eux ou tout part depuis chez eux. Donc, ils ont une masse plus conséquente d'échanges à déclarer que nous, bien évidemment. La mise en pratique côté Brexit, du Brexit côté britannique a été, et on va parler toujours au présent, est toujours très progressive. C'est-à-dire que tout n'a pas été mis complètement en place. Les Britanniques ont souffert comme nous de la pandémie. Le gouvernement de Boris Johnson a voulu absolument que l'application du Brexit soit immédiate en janvier 2021, sans qu'il y ait, si vous voulez, peut-être une période de mise en place. Ce qui fait que, de manière très pragmatique, nos amis britanniques ont mis les choses en place en termes de douane, de contrôle sanitaire, de contrôle sûreté sécurité de manière très progressive. Et d'ailleurs, il y a des choses qui ne le sont pas complètement encore. Donc là, vous voyez un peu le calendrier entre le 1er janvier et puis je passe la slide suivante et le 1er janvier 2022. Grosso modo, le déclaratif est devenu une réalité en 2021. Cependant, côté britannique, on pouvait faire des douanes imports simplifiées, c'est-à-dire on pouvait faire une entrée sommaire et ensuite régulariser l'importation et payer les droits un peu après. Ça, c'était, si vous voulez, côté britannique au tout début. Ensuite, pour leur formalité export, là, ils avaient l'obligation de faire une douane export complète. Ensuite, il fallait signaler à partir d'avril la possibilité signaler tous les échanges à l'import sur les marchandises d'origine animale ou végétale qui nécessitent normalement des contrôles phytosanitaires, alors que chez nous, en France et dans l'Union, quand on a un import d'une marchandise d'ordre phytosanitaire, ben, tous les contrôles se font comme si on avait un import d'un autre pays comme le Canada, les USA ou la Chine. À partir de juillet 22, donc le dispositif, côté britannique, a évolué et a été complété. Par exemple, à l'import, on doit acquitter maintenant les droits à payer sans délai. Et si vous voyez sur la deuxième partie, donc la diapo suivante, on voit que à partir de maintenant, eh bien, pour tout ressortissant de l'Union ou même de l'espace économique européen, eh bien, si nous devons aller au Royaume-Uni, on doit avoir un passeport en cours de validité. C'est plus la carte d'identité la carte d'identité n'est plus autorisée, n'est plus reconnue. Ensuite, côté sécurité, sûreté, côté export, les douanes britanniques et l'opérateur de transport se doit de faire la déclaration sommaire de sortie. Ensuite, au niveau formalités sanitaires et phytosanitaires, il y a des mises en place de procédures de pré-notification. Et donc, en janvier 2022, nous aurons certainement l'équivalent de la douane intelligente des douanes françaises mise en place côté britannique. Je passe les détails, mais en gros, c'est le système d'information qui s'appelle GVMS et qui a les mêmes vertus que le système français, c'est-à-dire que c'est un système informatique qui va regrouper les données douanières aux données de transport et aux données de sûreté sécurité. Donc, l'opérateur de transport, c'est-à-dire
un transporteur routier, un transporteur tout court, se devra d'être enregistré à ce système, devra avoir à ce titre, au minimum, avoir un EORI, un numéro d'EORI, pour pouvoir accéder à ce site. Et pour toute expédition, il aura une référence, comme dans le système de la douane intelligente. Et ainsi, les autorités britanniques auront un outil, un moyen de pouvoir commencer à faire des contrôles douaniers à l'import, à l'entrée, en entrée dans le marché du Royaume-Uni. Donc, de plus, enfin, oui, pour les produits phytosanitaires d'origine animale, là, il y a l'ambition côté britannique de procéder à des contrôles en frontière, comme nous faisons aujourd'hui. Nous agissons ainsi. Tout produit phytosanitaire à l'entrée dans l'Union européenne doit faire l'objet d'un contrôle phytosanitaire, donc en France, auprès de nos bureaux CIVEP. Voilà, donc là, vous avez un descriptif qui était fait au 1er juillet 2021 et qui va être donc du GVMS, là, du fameux système des douanes britanniques. Donc, grosso modo, quand on exporte de l'Union vers le Royaume-Uni, on se doit de préparer les douanes, plutôt en amont du transport, c'est comme je vous ai dit. Ensuite, il y a plusieurs procédures qui existent pour dédouaner là-bas du côté du Royaume-Uni, des prédéclarations ou avec une entrée plus ou moins sommaire, des données puis une régularisation, ou de procéder de manière complète, c'est-à-dire de préparer la déclaration complètement. Voilà. Dans l'autre sens, bon, le système est similaire et relativement symétrique. Au niveau du marquage, là, j'ai une petite différence d'information avec notre intervenante de Business France. Il va falloir que je vérifie ce point auprès de notre association de professionnels. Il nous semblait que le marquage UKCA était applicable de manière obligatoire en 2022 et que la période de tolérance était toute l'année 2021, mais ne s'étendait pas en 2022. Donc, peut-être le mieux est qu'on vous envoie une information complémentaire par le biais de Pierre ou d'Elisabeth sur ce sujet-là. Mais c'est vrai que… Pardon ? Bien volontiers, d'autant que c'est un des sujets qui sera abordé sur le deuxième volet. On va rentrer dans le détail de ce marquage UKCA et de la période de tolérance. Ça a été décalé le mois dernier. Ah d'accord, voilà, ce point-là n'a pas été remis à jour. Voilà. Bon, c'est une très bonne nouvelle pour les opérateurs parce que je pense que ça demande beaucoup de changements dans les process. Et effectivement, donc si vous avez une année en plus pour cette obligation de marquage, ce n'est qu'une bonne nouvelle. Ensuite, je voulais juste indiquer que quand on utilise des emballages ou des palettes bois, pas de la compression bois, hein, mais vraiment des essences de bois en termes de caissage, de palettes, il faut respecter la norme INP15 qui était déjà reconnue par le Royaume-Uni, qui reste valable. Donc là, il y a un petit glossaire sur tous les acronymes qui est à votre disposition si on vous laisse ensuite notre présentation. Très utile, merci. Alors, quelles sont un peu les conséquences et impacts dans la gestion de nos affaires si on regarde sur le terrain d'abord, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Il y a toujours des contraintes et puis il y a des points d'amélioration quand même. Donc, concrètement, au jour le jour, les temps de dédouanement, les temps d'immobilisation ont été réduits pour tout ce qui est importation, exportation de marchandises dites standards, non alimentaires. Donc, on peut dire qu'il y a des délais. Parfois, si on ne procède pas par le système de la douane intelligente,
mais des délais c'est-à-dire des immobilisations de camions, de marchandises. On approxime ça à peu près à 4 heures max. Voilà. Ensuite, il faut tenir compte dans la supply chain du fait que si on anticipe les formalités de douane, qui est un jalon supplémentaire dans la supply chain, dans une chaîne d'approvisionnement, donc effectivement, il faut anticiper et ça peut provoquer des attentes, quelques attentes de chargement sur les sites. Ensuite, quand on exporte et quand on a l'administration des ventes export, on est très intéressé par avoir son attestation de sortie. Donc, il y a la déclaration à proprement dite, donc le formulaire douane qui est un DAU, déclaration douane export. Mais ensuite, il faut s'assurer auprès de son représentant douane que du numéro de sortie du territoire de l'Union. Donc, c'est l'ECS. Et on rencontre parfois pas mal, un taux important d'ECS non apuré quand la marchandise part de l'Union européenne, de Calais ou de Zeebrugge. Donc ça, c'est un point que la profession a relevé auprès des autorités douanières françaises et de l'Union européenne. Voilà, il y a des difficultés qui existent et réelles dès lors que vous faites appel à des chargements, que votre marchandise est chargée dans des chargements groupage. Donc, votre marchandise n'est pas la seule dans un contenant, dans une semi-remorque d'un ensemble attelé. À ce moment-là, vous pouvez être le transport peut être bloqué pour des questions de dédouanement, de douane, à l'export ou à l'import, mais pas forcément à cause de votre position, pas à cause de votre dossier, mais à cause peut-être d'un autre dossier, d'un autre client du transporteur. Et ça, voilà, vous devenez dépendant de la bonne gestion de tous les dossiers douane, d'un chargement groupage. Ensuite, bon, je passe les détails. Il y a des contrôles sanitaires en entrée à l'Union, en Union européenne. Et ces contrôles sont longs et fastidieux. Et bientôt, on aura la même chose côté britannique. Voilà. Donc ça, c'est un peu pour les points encore négatifs. Pour les améliorations, on peut dire que tous les opérateurs, toutes les parties prenantes ont évidemment assimilé, adopté les nouvelles règles, les modalités pratiques, les coordinations, le qui fait quoi, le flux de communication. Donc, tout cela ça, a été assimilé, adopté, et donc chacun a fait sa courbe d'expérience et tout le monde comprend à peu près ce qu'il y a à faire. Et il y a une amélioration très nette de l'application des règles. De plus, il y avait du tâtonnement dans l'établissement des documents commerciaux, surtout côté britannique. Enfin, c'est ce qu'on a pu constater. Et aujourd'hui, on voit une amélioration très nette dans la rédaction des documents. Donc, il y a plus de blocage avec il y a moins de blocage avec les douanes. Et puis, comme je vous disais, les systèmes mis en place par les douanes françaises, si on les utilise bien, nous apportent quand même de la fluidité, de l'efficacité. Après, il y a des conséquences sur les transports et les approvisionnements. Hein, c'est incontestable. Ça, c'est une réalité physique. Hein, et très concrète. Donc, il y a une pénurie de camions très forte. Disons que les opérateurs de transport, les routiers de l'Union européenne ont réduit leur capacité sur le Royaume-Uni. De plus, il y a une pénurie de chauffeurs actuellement dans les pays de l'Union européenne. C'est un métier qui est mal valorisé. Il y a une grosse reprise de l'activité un peu partout. Donc, on manque de chauffeurs. Mais le manque de chauffeurs est encore plus criant côté Royaume-Uni. Il se trouve que ça, c'est l'effet Brexit. Beaucoup de chauffeurs d'origine des pays de l'Union, mais de Pologne ou de Roumanie, certains sont partis du Royaume-Uni. Donc, il y a un manque patent de chauffeurs et qui obère la bonne marche des chaînes logistiques. Donc, il peut y avoir des pénuries ensuite sur certains marchés, comme vous avez pu le lire dans la presse. De plus, il y a un problème de déclarants en douane au Royaume-Uni, vu le nombre de déclarations qu'il y a à faire.
Alors, on peut faire observer aussi que cette fonction ne fait pas l'objet d'une réglementation ou d'un ordre. Tout le monde peut se poser en déclarant, ce qui n'est pas le cas, par exemple, dans d'autres pays, en France ou en Italie, par exemple. Donc, tout cela concourt à l'augmentation des coûts de transport et à un certain allongement des plans de transport et des plans d'approvisionnement. Juste pour un exemple de coût supplémentaire, hein, pour notre partie, si vous regardez les coûts administratifs, ne serait-ce que pour les formalités de dédouanement, alors si on prend l'export d'un côté plus l'import de l'autre côté pour un même transport de bout en bout, voilà, j'ai à peu près estimé à 120 à 200 euros selon les cas de figure. Pour des marchandises non alimentaires, ça peut aller de 250 à 400 euros. Et là, il n'y a pas de droits et taxes. Hein. On ne parle que de coûts administratifs relatifs aux formalités. Après, il y a des coûts qui sont dus parce que maintenant, il y a un suivi administratif, déclaratif, il y a des coordinations à gérer entre les différents opérateurs, les différents fournisseurs. Les augmentations de coûts de transport, je vous en ai parlé, je ne vais pas vous donner de chiffres, mais ils peuvent être conséquents. Et tout cela, finalement, est réel et concret et vérifié après 9 mois d'activité. Et donc ça, effectivement, c'est des points qui n'existaient pas avant et ça peut avoir un impact sur la compétitivité, sur l'activité, sur nos échanges entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Là, vous avez une étude d'éco-alliance qui datait d'avant le Brexit et qui vous donne quelques mesures macro. Donc, plus largement, si on va au-delà des aspects pratiques du transport, de la logistique, au niveau commercial, donc, il est très important de regarder ces conditions de vente, de bien travailler ces incoterms, parce que là, maintenant, on n'est plus en échange intra-communautaire. Donc, port dû, port payé doivent être remplacés par des notions d'incoterms à l'international avec un pays tiers. Il faut regarder quelles sont commercialement au niveau du contrat les clauses, le tribunal de compétence en cas de litige qui pourrait intervenir. Il faut bien regarder les aspects fiscaux, ça c'est très important. Être britannique et commercer en France sans y être, ça devient compliqué. C'est possible, mais il y a beaucoup d'implications maintenant fiscales qui n'avaient pas avant. Et de même, si on est français, qu'on n'est pas établi en propre au Royaume-Uni et qu'on veuille tout de même commercer. Ensuite, bon, pour les transports de marchandises, voilà, je n'y reviens pas, j'en ai parlé, mais ça touche aussi les mouvements de personnes. Et il est très important quand on a un service logistique ou de transport ou qu'on fait appel à un transporteur, il faut bien veiller à ce que les chauffeurs soient bien sensibilisés, bien formés, qu'ils aient bien tous leurs papiers, leur passeport, leur permis de conduire en bon état. Donc, pour terminer, si on peut vous donner quelques conseils par rapport à ce qu'on a vécu et par rapport à nos connaissances en matière de douane, eh bien, on rappelle les recommandations qu'on avait données déjà en 2019. C'est-à-dire qu'il faut en tout premier lieu s'identifier auprès des douanes françaises ou britanniques. Donc, il convient d'obtenir un numéro DORI, si c'est nécessaire, hein, évidemment. Ensuite, il y a une chose qui est très importante, c'est de bien se mettre d'accord avec son client ou son fournisseur sur le choix des incoterms. On conseille, toute la profession conseille d'éviter le départ usine, l'ex-works ou le DDP. Vaut mieux passer sur du FCA et du DAP. Ensuite, il faut faire une évaluation douanière en termes d'espèces de désignation
donc de définition de la nature de la marchandise, d'origine de la marchandise et de valeur de la marchandise. On doit faire cet exercice absolument si on veut commercer avec un pays tiers comme le Royaume-Uni, et tout spécialement pour les dispositifs médicaux ou les médicaments. Voilà. On a parlé beaucoup du transport routier parce qu'effectivement, c'est le mode principal qui est utilisé, c'est l'un des plus économiques, c'était celui qui était le plus fluide dans le cas des échanges intracommunautaires avant le Brexit. Mais sachez que en fonction de votre problématique, de votre secteur, de la valeur de votre marchandise et de vos impératifs de supply chain, vous pouvez utiliser le transport aérien ou utiliser les ports et y faire les formalités de douane. Là, à ce moment-là, effectivement, que ce soit les ports ou les aéroports, ce sont des points internationaux qui sont parés pour dédouaner très concrètement, très facilement, comme d'habitude. Voilà. Mais c'est un point que vous pouvez avoir en ligne de compte par exemple, si vous avez un nouveau marché, une nouvelle commande, vous voulez assurer. Bon, pour les premières commandes, vous pouvez assurer en aérien, par exemple, ou vous n'êtes pas pressé, vous avez un rétro-planning qui vous laisse de la marge et vous décidez aussi pour des questions de développement durable d'utiliser plutôt le maritime. Donc voilà, en conclusion, les recos de notre part, si on a, c'est vraiment quand on a un dossier commercial maintenant avec le Royaume-Uni, comme avec tout pays tiers, c'est d'avoir une politique d'incoterm adaptée qui change du pour dû pour payer d'avant. C'est plutôt d'anticiper les choses et de préparer son dossier commercial à l'aune des obligations douanières et du commerce international. Donc, les maîtres mots, c'est préparation, anticipation et coordination avec les différentes parties prenantes que vous pouvez utiliser. Et pour cela, en méthodologie, c'est simple, hein, les douanes partent toujours des flux de marchandises. Donc, certes, il y a l'aspect commerce, flux commercial, flux financier, mais il faut considérer absolument le flux physique des marchandises. C'est-à-dire, ça part d'où, ça emprunte quel port, et ça arrive à quel endroit, et c'est dédouané à quel endroit, et c'est livré à quel endroit. Donc ça, ce sont des choses, comment dire, basiques, très terrain, mais qu'il faut regarder avec soin. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup. Oui, pardon, je vous ai interrompu, excusez-moi. Voilà, non, j'ai terminé. Puis pour les questions-réponses, soit on a le temps là maintenant, soit vous pouvez envoyer vos questions à Elisabeth ou à Pierre, et puis on fera un plaisir de vous y répondre par écrit. Oui, oui, tout à fait. Ce que je vous propose, c'est, comme le temps file, peut-être de passer au troisième volet. Ah, si on avait quand même... Peut-être juste un petit commentaire. Bon, je pense que à travers cette présentation très complète, et on vous remercie beaucoup, Jean-Philippe, et lors de cette présentation qui rentre dans le détail pratique, c'est vraiment le mode d'emploi de UK que vous avez livré aujourd'hui sur le plan du transport et du dédouanement. Je pense qu'il faut vraiment sensibiliser nos adhérents à la bonne préparation de leur expédition et la bonne préparation de leurs documents. Ça, je pense qu'ils travaillent la main dans la main avec leurs logisticiens, avec les sociétés comme Bolloré, pour éviter tout tracas. Parce que tout est un peu neuf, on n'a pas encore l'expérience et on sait très bien que si on n'a pas la bonne attestation d'origine, si on n'a pas bien verrouillé en effet l'incoterm, si on n'a pas la bonne liste de colisage, la bonne certification, etc., on va dans le tracas et comme vous le dites en plus, si on est victime d'autres personnes dans le même camion qui n'ont pas fait tout le nécessaire pour que tout se passe bien, si c'est un peu pressé, on est vraiment dans les ennuis. Donc, je pense que c'est la reco qu'on peut faire passer. Oui, alors oui, Pierre, tout à fait. Ce qui est très important, c'est de choisir, si vous faites du transport routier et que vous avez des services en groupage et non pas en camion complet, c'est vraiment de choisir un prestataire
qui maîtrise le transport au debout et qui intègre la fonction douane au debout. Ça, c'est très important. Sinon, il faut être sûr que votre client britannique est le bon fournisseur, le bon prestataire et vous assure qu'il pourra de son côté bien s'en occuper, c'est-à-dire bien dédouaner, être bien livré. Ça, c'est très important. C'est peut-être et puis voilà, bien préparer son dossier commercial. Donc, si on fait du grand export, rien de neuf sous le ciel du commerce international. Hein. Voilà. Mais si on a l'habitude que de l'UE, c'est vrai que par contre, voilà. si on fait que de l'échange intracommunautaire, ça devient une aventure pour les premiers dossiers. Mais après, il faut se faire accompagner par le bon RDE, le bon transporteur routier, le bon opérateur de transport. Merci beaucoup en tout cas. Jean-Philippe, on avait également une question de Cécile Gourcier qui nous demande quel est le flux pour une marchandise qui vient de France, qui passe par le UK via un distributeur à destination finale de l'Irlande du Nord. Est-ce que la marchandise, elle fait l'objet d'une expédition sous transit en Grande-Bretagne ou est-ce qu'elle est d'abord vendue en Grande-Bretagne avec une déclaration import, puis après redistribuée en Irlande du Nord? Cécile, je vous laisse répondre. Bonjour, Cécile Gourcy des laboratoires Prouvé-Pharm. Alors en fait, je ne sais pas si j'ai l'entière réponse à votre question. Aujourd'hui, j'ai un distributeur donc, au UK à qui j'envoie un certain nombre de produits et lui, derrière, redispatche à certains pays. Et je me demande si, du coup, dans cette collaboration, comment je peux anticiper au mieux? Qu'est-ce que je dois lui demander de prévoir? Sachant que de son côté, il n'anticipe pas grand-chose en fait. Donc aujourd'hui, Cécile, vous vendez à votre distributeur. Oui, en Angleterre, exactement. Et vous savez qu'ensuite, cette marchandise, enfin cet équipement est destiné à un client final du distributeur en Irlande du Nord. Exactement. Okay. Alors, si aujourd'hui vous restez sur la vente ferme et définitive à votre distributeur, il va y avoir il va y avoir une déclaration douane-import en Grande-Bretagne. Faites par lui alors. Okay. Voilà. Et ensuite, lui, il va devoir quelque part refaire il va être obligé de faire d'avoir à faire des déclarations en mer d'Irlande pour livrer sa marchandise en Irlande du Nord. Alors, attention, parce que si votre équipement, par exemple, est d'origine française, oui, c'est le cas. Voilà. Il se trouve que l'accord est ainsi fait, le raisonnement est… Donc, votre distributeur britannique ne pourra pas faire valoir l'origine préférentielle UK, puisque votre marchandise vient de France et qu'elle a peut-être l'origine préférentielle, d'origine française. Oui. Alors, donc, il faut éviter ce schéma. Il faudrait, avec l'accord de votre distributeur, que la marchandise soit directement livrable sous transit, en transitant via le UK, soit livrable directement en Irlande du Nord, auquel cas, vous restez dans le… Ouais, mais le problème, c'est que je suis en export, donc du coup, c'est pas possible. Pardon? Aujourd'hui, il cherche je suis en Incoterm export, donc du coup, c'est pas quelque chose… Ah, vous êtes en Ex-Works, il est en Ex-Works. D'accord. Donc, lui, effectivement, aujourd'hui, il est un petit peu dans la difficulté de l'application du Brexit. On va peut-être vous laisser échanger postérieurement, mais c'est très intéressant d'évoquer ce matin avec Jean-Philippe le sujet de l'Irlande du Nord. Je sais que les choses sont encore en discussion au niveau des gouvernements. Mais c'est un cas très intéressant. Vous voyez, on a dit l'espoir qu'il faut éviter, le problème de l'Irlande du Nord. Je pense qu'il faut continuer peut-être à échanger entre vous et peut-être nous donner une réponse globale par écrit. Qu'est-ce que tu en penses, Elisabeth? Oui, si c'est possible pour vous, Jean-Philippe, ce serait formidable.
Alors, oui, d'accord, je vais faire une réponse générale. Et puis, pour la réponse concrète à Cécile, il faut conseiller à votre distributeur de faire un transport directement, si c'est possible pour lui, de la France vers l'Irlande du Nord. D'accord. En Alors, merci transit, en transit. Je vais lui suggérer ça. Je vous remercie beaucoup pour votre réponse, Jean-Philippe. Je vous en prie. Merci à vous deux. Merci en tout cas, Jean-Philippe et Laure, pour cette présentation extrêmement précise et utile. Très précieux pour nous, donc merci beaucoup. On va maintenant passer au troisième volet. On va accueillir Irène Régnier. Bonjour à tous. Bonjour, de la CCI France Grande-Bretagne, qui va nous parler des services rendus par la CCI France aux exportateurs. Bonjour, merci. Alors, c'est jamais facile de commencer un webinaire et c'est pas non plus facile de le terminer. Je suis sûre que vous allez faire ça très bien, Irène. Merci. Pas de pression. Merci beaucoup, Elisabeth. C'est parfait. Bien, du coup, merci à tous, merci aux intervenants avant qui ont vraiment présenté, que ce soit le marché, tout l'intérêt qu'il y a encore à s'intéresser au marché britannique malgré le Brexit, et à Bolloré pour la présentation très précise sur ce à quoi il faut s'attendre et sur l'anticipation. Je voulais vous présenter la chambre de commerce que beaucoup de monde connaît évidemment, et le réseau international des chambres de commerce, et plus précisément le réseau qui va nous intéresser, celui de la Grande-Bretagne. Alors, voilà le sommaire rapide que je voulais vous présenter, et en rentrant plus en détail. La CCSGB, qu'est-ce qu'on est? Et de façon plus générale, on est une entreprise de droit privé, comme toutes les entreprises que vous allez pouvoir côtoyer au Royaume-Uni, donc sous un format LTD. On est une vieille organisation en 1883. Et on a une équipe multiculturelle que d'ailleurs vous pouvez entendre en bruit de fond. On a oublié ce bruit de fond qui est un bureau. Donc là, mes 24 collègues sont présents. Et donc, je suis désolée si ça fait un petit peu de bruit autour de moi, mais c'est la vie qui a repris sur le Royaume-Uni et qu'on retrouve. Les bureaux sont à nouveau remplis et beaucoup d'activités. Ce qu'on constate d'ailleurs à travers tous nos membres, on a plus de 430 entreprises qui sont membres du réseau du coup de la Chambre de commerce française de Grande-Bretagne et qui se réunissent à travers d'événements. Le but est de faire vivre la communauté franco-britannique à Londres, à Paris. Et la CCFGB, elle est membre de CCI France International, qui est un réseau, voilà, comme son nom l'indique, évidemment, et il est présent dans plus de 97 pays. Donc, les services que vous retrouvez auprès de la Chambre de commerce française de Grande-Bretagne, vous pouvez tout aussi bien les retrouver à Hong Kong qu'aux États-Unis, au Canada, en Inde. Donc, c'est intéressant de savoir qu'il y a cette portée mondiale avec ce réseau. Voilà, présentation du réseau à l'international avec une forte présence dans les vieilles économies, je n'ai pas envie de dire ça, mais pas simplement. Et c'est 126 chambres au tout, différentes tailles. Nous, la Chambre de commerce française de Grande-Bretagne, on est une des plus grosses chambres de commerce. On n'est pas la plus importante, nous sommes la 5e. Nous avons le Maroc qui est devant nous, Hong Kong, l'Allemagne, Singapour, et on se bagarre toujours un petit peu avec les Allemands pour savoir qui est plus grand, mais on est des marchés attractifs, des marchés anciens, qu'on dit souvent matures, mais comme nous l'a présenté Claire, à des marchés aussi dynamiques où l'innovation a toute sa part. Sur les services qui sont proposés aux entreprises, du coup, ça rebondit à la fois sur ce que disait la Team France Export et Business France, et pour Bolloré, il faut proposer des services. Et le plus de la Chambre de commerce française de Grande-Bretagne, ça va être le côté bilingue des services qui vont être proposés. Le service, par exemple, de Share Commercial, c'est un commercial à temps partagé. Donc, on met à votre disposition au sein de notre équipe un agent qui va être dédié à votre entreprise pour commercialiser les projets, déblayer le terrain pour vous aider à vendre soit dans l'appréhension du marché ou alors concrètement à aller voir, à vendre votre produit. On parle de casquette. Donc, il y a la casquette chambre de commerce, mais la casquette de votre entreprise. À court terme, je le vois comme un service très intéressant à cause des problèmes de VIE.
et vous en avez peut-être entendu parler, le volontaire international en entreprise, est aujourd'hui en difficulté sur le Royaume-Uni car l'accord n'a pas trouvé de place pour ces jeunes qui venaient de France pour aider les entreprises à se développer commercialement. Il n'y a pas de visa pour les VIE et pour l'instant, on va dire qu'on est un peu dans les affaires du poisson. Donc, avant qu'on arrive à sortir l'affaire du VIE, il faut trouver d'autres solutions. Et le shared commercial, du coup, est une bonne solution à court terme ou à moyen terme d'avoir un agent sur place qui représente votre société. D'autres services classiques qui peuvent être utiles, domiciliation administrative et commerciale, des offices. On a des offices en open space où les agents commerciaux vont venir avoir un bureau, prendre un café avec nous, équipe très dynamique et sympathique. On va aussi de la création, gestion de structures locales et j'en reparlerai un petit peu plus tard après. Et l'ouverture du bureau de paye local quand vous voulez recruter un personnel britannique local ou alors un Européen ayant le droit de travailler au Royaume-Uni. Et donc là, c'est vraiment les affaires de visa et il faut faire attention. Et les questions d'enregistrement et de gestion de TVA au Royaume-Uni. Vous le voyez, on est opérateur agréé pour l'appui PME et ETI par France Relance. Donc, plusieurs de nos missions vont faire partie du chèque relance export dont vous devez être familier aujourd'hui, chèque qui a été étendu, chèque qui est très utile et je vous invite vraiment, si vous n'en avez pas entendu parler encore, à vous renseigner à son sujet. Si vous en avez déjà entendu parler et que vous ne l'avez pas encore utilisé, vraiment à le faire avec les services de Business France, avec les services de la Chambre de commerce locale. Et mon PowerPoint, c'était un petit peu, excusez-moi, voilà, quelle est la valeur ajoutée, un petit peu de promotion à travailler avec nous. On est au plein cœur de l'écosystème, donc présent à Londres depuis de bien nombreuses années. On a une connaissance du marché. Pour ma part, ça fait 14 ans que je suis au Royaume-Uni. Ma collègue Galia Ramsey, qui fait partie du webinaire, elle est présente depuis plus de 6 ans et on est au plein cœur des préoccupations des entreprises. Et ça nous apporte du coup, on est une bonne équipe bilingue, on a une adaptabilité et une souplesse. Et équipe binationale, mais je pourrais le changer parce qu'on a énormément de nationalités au sein des équipes, que ce soit la Tunisie, le Portugal, la Belgique. Ça représente un petit peu ce qu'est Londres. Londres est une ville extrêmement cosmopolite et malgré le Brexit, elle continue à l'être, elle continue d'attirer beaucoup de personnes pourvu que ça dure. Sur les actualités Brexit, alors pour ma part, je sais que je pensais qu'on en parlerait un petit peu déjà aujourd'hui. Ça n'a pas été le cas. Il y avait 2 points que je voulais mentionner avec vous, celle de la responsible person et le deuxième sujet du labeling. Donc, le labeling a été énoncé, je n'en reparlerai pas. Je vais vous reparler un petit peu de la responsible person. Et quand on parle d'actualité, là, importance de la veille. Donc, la veille qui doit être faite juridique, et aussi commercial. On l'a vu, hein, on n'était pas au courant pour les changements de janvier par rapport au labeling UKCA qui a été postponed. Pour la petite histoire, j'étais à Angers il y a 2 semaines et entre le vendredi et le lundi, ça avait changé. Donc voilà, une veille malheureusement de tous les instants. Il y a beaucoup de newsletters qui existent, alors à la fois même sur le Brexit, à travers les sites anglais que gov.uk et que vous pouvez trouver. N'hésitez pas à nous solliciter pour avoir des informations terrain, à solliciter Business France pour avoir les informations. L'information est là, elle est disponible et vous avez des experts locaux pour vous la communiquer. Je voulais vous parler de cas d'études, du coup, un secteur particulier, donc un secteur du biocide. Et voilà les questions que nous n'avions pas pré-Brexit et que maintenant auxquelles nous sommes confrontés et nous faisons au mieux pour répondre aux entreprises et pour avoir des solutions pratiques pour ne pas arrêter les échanges, pour faire tout le travail qui avait été fait en amont par les entreprises, le développement commercial, les investissements marketing ne tombent pas. Dans le cas que je vous présente, donc cette société
avait une licence de commercialisation sur le projet, sur le Royaume-Uni, une licence de réglementation européenne, et évidemment, c'est tombé à l'eau. Et les autorités britanniques ont envoyé un email quand ils se sont contactés, et le retour, vous pouvez le voir en anglais. Alors, j'espère que tout le monde parle anglais. Si ce n'est pas le cas, je peux vous refaire la traduction. Mais que pour ce type de mise sur le marché britannique, il fallait un established in the UK. Et established, c'est dans un sens large. Donc, à la fois une personne ou alors une société ou un authorized representative et une présence physique. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse se retourner, entre guillemets, vers quelqu'un qui va être basé sur le Royaume-Uni. Et les dernières phrases sont intéressantes sur les autorités britanniques qui ont dit « si ce n'est pas le cas, you must take steps to become established ». Donc, ces étapes, quelles vont être? Ces étapes, d'abord, ça va passer par l'information, la vérification, la nomenclature de vos produits. Est-ce qu'elles sont concernées par l'accord? Est-ce qu'elles sont concernées par ces nouvelles mesures, ces nouvelles autorisations de mise sur le marché? Est-ce que vous tombez dans la réglementation d'une responsible person? Est-ce que ça doit être le cas? Et du coup, c'est un cas d'étude qui m'a été communiqué, que je vais vous voir. On était sur du hors équipement médical. Mais la société qui se reconnaîtra peut-être, que je salue, avait bien anticipé. Elle s'était informée au départ, elle avait vérifié, elle avait vu que les unités qu'elle vendait, dans le cas de c'est un fabricant de purificateurs d'air, ne tombaient pas dans le cadre du Brexit. Donc, il y avait vraiment cette vérification au point par point, de malheureusement se confronter au texte ou alors de demander une aide pour réussir à s'y retrouver, mais de vraiment le côté information. Et je vous ai mis le lien du texte de référence pour les matériels médicaux. Mais bon, évidemment, il y a le matériel médical, vous pouvez le décupler, tout ce qui est médicaments et autres. Et c'est beaucoup de lecture et d'attention à apporter. Pour les solutions, du coup, à aborder quand on aborde le marché du Royaume-Uni ou alors qu'on veut continuer, il y a des sociétés qui se sont mises en place pour proposer des services de responsible person. Il y a des listes qui sont disponibles à ce sujet et vous en parlerez plus en détail le mois prochain. Donc, sur le deuxième volet que je vous invite vraiment à y participer. Moi, je sais en tout cas que j'y participerai, pas en tant qu'intervenant, mais vraiment en termes de culture pour le marché et de précision des informations qui seront communiquées par Business France. Donc, voilà, souscrire au service d'une responsible person si vos produits sont concernés, ou alors mise en place d'une structure propre. Donc, c'était dans le cadre de l'establishment dont il parlait, c'est de prendre les choses en main et de vous organiser vous-même. Donc, pour la commercialisation des produits. Et il y a alors 3 possibilités. La création d'une succursale sur le Royaume-Uni pour votre société française, la création d'une filiale ou alors le rachat de société. Je vois les 3 cas en termes de présence qui se mettent tout autant. Généralement, la création d'une succursale, c'est si la société dispose déjà de ce mode d'organisation à l'international, ils vont préférer le modèle succursale. Si au contraire, ils sont un petit peu neufs à l'international, la filiale va être plus rapide et plus souple de création. Et le rachat de société est très en vogue en ce moment. Donc, tout le M&A, tous les cabinets qui travaillent dans ce secteur vous le diront. De notre part, on est sollicité pas dans le secteur health, santé et BioLife, mais dans d'autres secteurs par des sociétés françaises qui veulent acheter des sociétés britanniques. Et donc, on s'occupe de tout le sourcing des entreprises pour les mettre en relation. Donc, voilà pour ce qui est de ma présentation. J'espère que c'était bien, que ça vous a apporté des éléments sur les personnes que vous pouvez contacter au sein de l'appui aux entreprises, qu'on appelle dans le jargon CCI international SAE. Vous avez ma collègue Galia Ramzi et moi-même, notre adresse email, nos lignes directes et Elisabeth a tous nos contacts si vous en avez besoin. Je vous remercie pour votre attention. Bien sûr, merci beaucoup Irène, tous vos contacts, bien entendu que je ne manquerai pas de faire passer à chacun des participants en guise de débrief de ce séminaire.
Merci beaucoup, Irène, pour cette présentation des services de la CCI tout à fait complète. Est-ce que on a des questions? Notre ami Pierre, peut-être? Oui, alors merci beaucoup pour cet exposé très dynamique et très enthousiasmant. C'est vrai que depuis le début de cette visioconférence, on a envie d'aller en Angleterre, même si quelques difficultés se présentent. Je pense que dans votre présentation, ce qui est très intéressant en particulier, c'est vraiment l'aide pratique que vous pouvez apporter à l'exportateur avec la mise en place de personnel que vous pouvez, je dirais, coacher sur le plan administratif, voire partager entre plusieurs entreprises. J'avoue que c'est quand même un plus très intéressant. Comme vous l'avez indiqué, les VIE, pour l'instant, c'est un petit peu compliqué. Donc, ces ressources humaines que vous mettez à disposition, je pense que c'est formidable. En plus de tous les autres services que vous proposez, mais je pense que c'est vraiment très utile. Oui. Surtout avec les problèmes de visa qu'on a en ce moment. Hein. C'est qu'avant, on voyait beaucoup de sociétés françaises qui avaient leur talent, les envoyer au Royaume-Uni pour des marchés, etc. Ça, c'est plus possible. Ouais. Donc, mais les entreprises françaises sont pleines de ressources et j'ai vraiment grande foi en leur capacité à s'organiser. Comme vous avez dit, Pierre, peut-être à s'organiser à plusieurs. Ouais. Tout à fait. Et puis, je pense que vous êtes très complémentaire avec Business France. C'est vrai que votre réseau local qui permet une interface vraiment efficace avec les entreprises locales est vraiment aussi très complémentaire de l'action de Business France qui travaille à la fois sur place mais également en amont. C'est vrai qu'ici, nous avons beaucoup de contacts avec Business France, aussi avec la CCI grâce à Jean-François Gendron qui connaît bien sûr, la CCI internationale. Donc, je vois une très belle complémentarité et je donne encore comme conseil d'aller en Angleterre tout en prenant toutes les précautions nécessaires et faire toutes les études préalables en vous confiant ces travaux, vous qui connaissez bien le secteur santé et UK. Tout à fait. Si on a plus de questions, je vais donc clôturer ce séminaire en remerciant encore une fois nos intervenants pour leur présentation qui a été extrêmement utile. Donc, j'enverrai à tous les participants en guise de débrief les présentations et les contacts de chacun de nos intervenants. Donc, pour ceux d'entre vous qui ne me les ont pas encore envoyés, je vous invite à me faire parvenir, parvenir vos présentations. Et pour ceux d'entre vous qui ne sont pas membres de French Healthcare Association, je vous invite à me mettre votre adresse mail dans le chat parce que je n'ai pas votre adresse mail et du coup je pourrais pas vous envoyer les présentations. Donc je vous laisse me les envoyer dans le chat. Je vous remercie tous. J'espère que ces présentations vous auront été utiles et j'espère également vous retrouver lors du deuxième volet du 23 novembre pour un séminaire orientation sur le parcours au marché, le parcours d'accès au marché, pardon, et les nouvelles réglementations. Je vous rappelle également que vous êtes tout à fait libre d'inviter vos collègues qui ont peut-être plus une orientation accès au marché ou plus une orientation logistique à tous ces séminaires. Donc, sentez-vous libre de transférer l'invitation à qui elle peut intéresser dans vos structures. Voilà. Merci beaucoup. Donc, je reste en ligne. Pensez à m'envoyer vos adresses mail via le chat. Et je vous remercie tous pour votre présence et vos interventions. Voilà. Merci à vous. Merci à tous. Beaucoup. Merci beaucoup. Bon après-midi. Merci. Au revoir.